Alors vous fréquentez beaucoup de chercheurs au Festival d'astronomie de Florence, mais ça reste un métier assez mystérieux. Et effectivement, ça fait 10 ans que j'interviens dans ce festival, principalement dans des fils rouges, des fils noirs, des cafés astro, ou même pour le Festival Astrojeunes. Et indépendamment du thème, à la fin des conférences, ici ou ailleurs, souvent des personnes viennent me voir, et c'est le cas de tous les intervenants, pour poser des questions sur, pas tant le sujet de la conférence, mais le métier de chercheur. Des questions du type, mais en fait, qu'est-ce que vous faites de votre journée? Comment les idées viennent? Comment est-ce qu'on devient chercheur? Au fait, combien ça gagne un chercheur? Est-ce que ceux qui restent en France, ils sont mauvais? Parce que ils sont tous partis aux États-Unis, ceux qui sont bons. Est-ce que c'est vrai qu'on passe du temps à chercher de l'argent? Etc., etc. Et donc, je réponds avec plaisir à toutes ces questions. Et je me suis dit que ça valait le coup d'en faire une conférence. Et j'ai proposé ce thème à Bruno et au comité d'organisation. Et ils ont trouvé que c'était pertinent, et donc je les remercie de leur confiance, et c'est de ce sujet dont je vais vous parler. Alors, évidemment, dans le cadre de ce festival d'astronomie, je vais parler du métier de chercheur en astronomie, même si finalement beaucoup de choses dont je vais parler sont applicables plus généralement. Quand on pense à l'astronomie, ou si je pense à moi, enfant, quand je m'intéressais à l'astronomie, on a en tête toutes ces images magnifiques de supernovas, de nébuleuses, de jolis smileys, et puis on a en tête d'aller dans les endroits paradisiaques, au Chili, aux Açores, observer le ciel. Ici, vous êtes un public assez spécialiste, donc vous savez que le quotidien ne ressemble pas nécessairement à ça. Le quotidien ressemble plutôt à ça. Donc voilà quelques images pour illustrer un petit peu les choses. Comme vous le savez, on passe beaucoup de temps devant des ordinateurs. On n'observe pas nécessairement nous-mêmes, je reviendrai dessus. On peut écrire des équations barbares. On utilise des ordinateurs, même des super-ordinateurs. On peut faire des simulations numériques. Et c'est de tout ça dont je voudrais vous parler pour vous faire un petit peu sentir ce métier. Alors il y a une multitude d'approches en astronomie. La première auquel on pense, celle dont j'ai parlé, c'est l'observation. Observer avec des télescopes de plus en plus puissants le ciel en différentes longueurs d'onde. La théorie est beaucoup moins connue, même si je crois que pour ce public du Festival d'astronomie de Florence, vous avez déjà une meilleure idée qu'un public général, mais je vais en parler. Et puis évidemment l'instrumentation dont je ne vais pas parler, mais il y a ces différents aspects. Je vais commencer par vous rappeler qu'il y a beaucoup d'objets d'études dans l'astronomie et donc beaucoup de champs de spécialisation. On peut passer sa vie à étudier les étoiles, la physique stellaire, ou les galaxies. La cosmologie, qui est l'étude de l'univers dans son ensemble. Moi, par exemple, je suis un cosmologiste. Donc quelqu'un pour lequel les galaxies sont des points et qui regarde l'univers à très très grandes échelles. On peut s'intéresser aux planètes, à l'exobiologie, à la matière noire, etc. Donc évidemment, il y a des spécificités dans tout ça, et je ne vais pas pouvoir vous décrire tout ça, mais je vais vous décrire les points communs de toutes ces approches. Donc, je vais commencer par l'observation, parce que c'est la chose la plus palpable. Voici une représentation de l'astronome par Vermeer, vous pouvez le voir au musée du Louvre. Alors c'est évidemment un petit peu daté, mais vous avez un globe représentant la sphère céleste, et comme j'indiquais déjà tout à l'heure, maintenant, ça ressemblerait plutôt à ça. Vous êtes devant votre écran d'ordinateur pour observer ces magnifiques images de galaxies, plutôt qu'au Chili ou que depuis votre fenêtre. Et effectivement, alors moi je ne suis pas observateur, je suis théoricien, je suis cosmologiste et théoricien, mais je travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris, j'ai des collègues, donc je sais un petit peu comment ça se passe. Et voilà ce qu'ils m'ont décrit, comment ils résumeraient les choses. Même un observateur n'observe que quelques nuits par an. Et très rarement sur place. Il y a différents modes d'observation. Il y a le mode service. Dans ce cas, l'astronome envoie les instructions et quelqu'un fait les observations pour lui. Bon, on n'a pas le plaisir d'aller sur place, mais on a les données. Il y a également un mode qui peut être assez intéressant, qui est le mode à distance. Des collègues qui, depuis leur bureau, peuvent piloter un de ces énormes télescopes au Chili. Alors évidemment, avec le décalage horaire, ils font ça à des horaires un petit peu étranges, mais ça, les deux choses sont possibles.
Et puis, les astronomes, parmi mes collègues, m'expliquaient que quelquefois, on n'a même pas tant besoin d'observer que ça, parce qu'on a déjà tellement d'observations que on peut utiliser des banques de données. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu tellement d'observations et les résultats ont été numérisés qu'à la recherche d'effets précis, on peut accéder à ces banques de données et faire les recherches pour voir si des données, il y a une vingtaine d'années ou une dizaine d'années, ne pouvaient pas contenir des informations intéressantes. Alors les observations, ce n'est pas si simple que ça, parce que ce sont des gros moyens, ces télescopes. Donc en fait, il y a beaucoup de temps avant et après les observations. Ça commence, une observation, par une demande de temps. Donc ça, c'est, vous êtes un chercheur, vous écrivez, vous vous dites, écoutez, j'aimerais, monsieur et madame du comité, faire tel projet, observer, par exemple ici, les supernovas, pour telle et telle raison. Et ensuite, vous avez un comité de sélection. Ce comité est constitué d'autres chercheurs, qui évaluent les propositions, qui vont dire bon, bah, ce chercheur-là ou ce groupe de chercheurs-là, c'est sérieux, ils ont déjà eu tel ou tel résultat, on leur fait confiance. D'autres, écoutez, vous avez déjà eu du temps d'observation l'année dernière, donc passez votre tour, revenez. Voilà le principe, c'est que c'est collectif. Bah, par ailleurs, pour l'anecdote historique, ceci est littéralement la demande de temps qu'un astronome, M. Schmidt, a fait un petit peu avant 1998, et qui lui a donné un prix Nobel, le prix Nobel récompensant la découverte de l'expansion accélérée de l'univers, l'énergie noire. Voilà comment ça a commencé. Il a dit bonjour, bah écoutez, je suis monsieur, je suis le dirigeant d'une équipe et je voudrais, pour telle et telle raison, observer, faire un catalogue de mesures de supernova. Ça a été validé et ensuite il a pu faire cette observation. Observations, comme vous voyez, qui ne sont pas à l'œil du télescope, mais derrière les outils, derrière les ordinateurs. C'est évidemment que le début, parce que les observations ne parlent pas par elles-mêmes. Ensuite, il y a tout un travail d'analyse de données, ensuite de rédaction d'un article, pour arriver enfin à la publication scientifique. Comme disait Bruno, je vais expliquer plus en détail ce que c'est exactement. Mais voilà pour, à grands traits, d'observation. La théorie est plus mystérieuse, mais je pense que vous en avez déjà une bonne idée ici. La théorie ou la modélisation, c'est quoi? C'est utiliser les lois de la physique pour comprendre des phénomènes et même parfois les prédire. Donc ici, je donnais 3 exemples célèbres. Il y a une certaine suite logique dans tout ça. Par exemple, un théoricien célèbre, évidemment, c'est Isaac Newton, qui formule la loi universelle de la gravitation, qui explique le lien entre cet objet qui tombe et la Lune qui tourne autour de la Terre. Donc là, il formule des lois physiques à partir d'observations. Ça fonctionne très bien, comme vous le savez, et quelques centaines d'années plus tard, ces lois sont utilisées par exemple par Le Verrier pour découvrir de nouveaux phénomènes. Le Verrier étudie les orbites et le mouvement des planètes du système solaire et observe des anomalies dans le mouvement d'Uranus et en déduit par la théorie, par le calcul, qu'il pourrait y avoir un astre inconnu qui va être découvert et qui va s'appeler Neptune, pour rendre compte des observations. Ça, c'est typiquement un travail de théoricien. On utilise des lois de la physique, on utilise des observations, et on prédit quelque chose, et après, c'est pas M. Le Verrier qui a fait l'observation, il a dit, écoutez, allez chercher dans cet endroit du ciel, d'après mes calculs, il devrait y avoir une nouvelle planète, et le lendemain, Gall fait l'observation et découvre la planète que M. Le Verrier aurait bien appelée de son nom, mais on a gardé la mythologie, et il s'appelait Neptune. Et un autre exemple célèbre de théorie, c'est Einstein qui formule la relativité générale en 1915. D'ailleurs, il y a une continuité historique, puisque c'est en observant les anomalies du mouvement de Mercure que les gens se sont dit, bah, c'est simple, c'est comme pour Le Verrier et Neptune, c'est qu'il y a une petite planète entre Soleil et Mercure qui explique les anomalies. Et en fait, cette fois-ci, c'était pas ça, même si Le Verrier avait essayé aussi. C'était en fait la loi physique, la loi de la gravitation universelle, qui devait être modifiée pour donner naissance, découverte, à la relativité générale. Et il peut y avoir un grand espace de temps entre un travail de théoricien qui formule, par exemple, Einstein développe sa théorie de la relativité générale et arrive à la prédiction de l'existence. Alors c'était une longue histoire, mais en tout cas, à cette époque, il écrit un article pour la première fois à propos des ondes gravitationnelles. Et il a fallu 100 ans pour arriver à leur détection, entre donc le travail du théoricien et l'observation, qui a été très vite couronné par un prix Nobel. Donc, voilà pour le travail du théoricien. Il n'y a pas que les observateurs et les théoriciens, on a également des moyens numériques extrêmement importants maintenant.
Et donc, vous avez des collègues, moi je ne fais pas ça, mais à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui peuvent vous faire des simulations comme ça, sur ordinateur, qui représentent l'évolution pendant des milliards d'années. Ici, c'est notre galaxie, la Voie lactée, comment elle a accrété de la matière, comment d'autres galaxies sont rassemblées autour d'elle pour... et là, c'est la dernière fusion entre notre galaxie, la Voie lactée, et l'autre pour donner les structures qu'on observe actuellement. Donc ça, c'est des résultats d'heures de calcul sur des superordinateurs, et ça fait évidemment partie du travail de certains astrophysiciens. Ça ressemble à quoi? Où est-ce que travaillent les chercheurs en astronomie? C'est assez lambda, en fait, c'est assez basique. On appelle ça aller au labo, aller au laboratoire. Alors, il ne faut pas imaginer un endroit où on fait des expériences, hein. C'est un bâtiment quelconque. Là, c'est l'Institut d'astrophysique de Paris. Là, c'est le hall. Alors, OK, à certains endroits, au sous-sol, vous pouvez avoir des superordinateurs ou des ordinateurs. Mais sinon, c'est un endroit assez commun. Il ne faut pas imaginer une paillasse, on n'est pas comme en chimie. Ça, c'est le bureau d'un collègue. Le mien est moins joli. Eh bien, c'est un bureau standard. Bon, là, vous avez une présentation qui parle des galaxies, mais sinon, vous ne pouvez pas faire la différence avec un travail de bureau autre. Ça sera utile pour la suite de connaître un petit peu la typologie, les différents métiers, puis les différents grades ou cursus. Donc, je vais tout de suite vous expliquer ça. Il y a différents métiers, dont chercheur en astronomie. Chercheur du CNRS, Bruno me disait, je suis chercheur du CNRS, donc c'est le Centre national de la recherche scientifique. Ces gens-là sont des chercheurs, ils sont fonctionnaires, ils sont payés par l'État français pour développer les connaissances. Quelque chose qui est peut-être qui est finalement plus la norme à l'étranger, mais la différence n'est pas forcément bien connue, c'est enseignant-chercheur. Vous connaissez peut-être l'expression. En fait, ça, c'est travailler à l'université. Un professeur d'université, il fait deux choses. Il enseigne à ses étudiants et, par ailleurs, il fait ses recherches. Et dans un même laboratoire, l'Institut d'astrophysique de Paris ou d'autres, vous avez à la fois des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Simplement, les chercheurs vont chercher toute la journée. Les enseignants-chercheurs, de temps en temps, vont prendre le métro ou leur vélo pour aller enseigner devant les étudiants. Et puis, vraiment propre à l'astronomie, vous avez le CNAP, le Corps national des astronomes et des physiciens, où là, vraiment, on a le statut d'astronome, c'est un corps d'État, où là, vous avez évidemment de la recherche, de l'enseignement, mais aussi des tâches d'observation, des tâches collectives d'observation. Et alors, il y a différents grades que vous avez peut-être entendu parler. Par exemple, des fois, on vous dit que quelqu'un est maître de conférence ou professeur d'université. Bon, c'est le même métier, hein. Dans chaque catégorie, grosso modo, il y a les plus jeunes chercheurs et des chercheurs plus expérimentés, et on passe de l'un à l'autre par concours, souvent assez difficile. Mais le métier ne change pas. À la rigueur, comme on est plus expérimenté, on peut prendre plus de responsabilités, votre salaire augmente, mais le métier ne change pas substantiellement. Voilà un petit peu pour les typologies. Dans la suite, j'utiliserai tout le temps le mot chercheur au sens large pour parler de toutes ces catégories, des enseignants-chercheurs, des astronomes, etc. Une question qui revient souvent, en particulier des étudiants, c'est bon, comment est-ce qu'on devient chercheur? La base, le but, c'est d'avoir une thèse, aussi appelée un doctorat, d'être docteur, d'être thésard. C'est ça le but. Il y a différents moyens pour faire une thèse, qui est vraiment un travail de recherche. J'en ai mis deux principaux, et puis évidemment, il peut y avoir autant de bifurcations que vous voulez, mais j'ai mis les choses, à chaque fois, des exemples, enfin des choses typiques. Vous pouvez soit passer par la voie universitaire, étudier les mathématiques et la physique à l'université, avec une licence et un master, ou bien passer par ce système un peu qui n'existe typiquement pas à l'international, que le système des classes préparatoires et des écoles, des grandes écoles, l'école normale supérieure, spécialisée dans l'enseignement et la recherche, l'école polytechnique, des écoles d'ingénieurs, etc. Et en fait, ces deux systèmes, à la fin, se rejoignent. Le but, c'est de effectuer un premier travail de recherche avec un directeur de thèse qui va nous apprendre le métier et qui dure typiquement 3 ans. Et quand est-ce qu'on apprend vraiment l'astronomie, l'astrophysique ou selon les spécialités la physique théorique? C'est uniquement en master. En master 1, un peu avec des options, et en fait en master 2. C'est là qu'on va, selon les goûts, choisir voilà, un master d'astrophysique ou un master de physique théorique. Avant, finalement, on a une formation généraliste où on apprend les bases de la physique, de la mécanique quantique, de la
la relativité générale au bout d'un moment, etc. Et donc là, on a fini nos études, on est à Bac plus 8. Et en fait, c'est que le début. Malheureusement, pour ceux qui passent par là, entre doctorat et à obtenir un poste permanent, ça prend maintenant pas mal de temps. Ce n'était pas le cas il y a 40 ans. Ensuite, il y a un parcours qui peut sembler un parcours du combattant, qui est de faire des post-doctorats, donc après le doctorat. Ce sont grosso modo des CDD de chercheurs. Le but, c'est devenir un chercheur accompli, aguerri, reconnu, et obtenir un poste permanent. J'en reparlerai un petit peu plus. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, typiquement, on postule à des postes, des contrats, pour 1 an, 2 ans, 3 ans, typiquement, souvent à l'étranger. Et le but, c'est quoi? C'est étendre son réseau de collaborateurs, publier, je reviendrai sur ce que c'est, faire des publications de qualité, enseigner. Et la caractéristique, c'est que c'est une compétition intense, parce que comme je l'expliquerai, comme vous le savez sans doute, il y a peu de postes permanents à la fin. Une mobilité intense, typiquement on s'attend de vous que vous ayez une expérience à l'étranger, voire que vous changiez de continent, c'est assez fréquent. Et il n'y a aucune garantie de poste permanent. Vous ne savez pas si vous aurez un poste à la fin, mais vous avez la foi et donc vous continuez avec l'idée d'obtenir un poste sur concours. Donc obtenir un poste, que ça soit chercheur du CNRS, astronome, enseignant-chercheur, finalement tout ça c'est la même chose au début. On essaie d'avoir un poste en recherche, et puis on postule un petit peu à tout, et puis on essaie d'avoir un poste. Ce sont des concours très sélectifs. C'est vraiment des concours dans le sens où on envoie un dossier, où on explique tout ce qu'on a fait, nos publications, ce sur quoi on travaille. Et puis il y a une première sélection, et puis il y a un oral où on présente nos travaux devant un jury qui nous pose des questions. Tout organisme confondu, donc CNRS, astronome, enseignant-chercheur. Pour le domaine de l'astronomie, c'est environ, il y a des petites fluctuations, mais 12 postes par an. Donc c'est pas beaucoup, par rapport à une génération, par rapport à une cohorte. Et c'est très sélectif, typiquement pour un poste, vous avez entre 25 et 30 candidats, qui ont tous fait toutes les études dont j'ai parlé, le master, le doctorat, plusieurs années de post-doctorat. Donc c'est très compétitif. Et l'âge moyen de recrutement est vraiment tardif. L'âge moyen au CNRS, toutes disciplines confondues, les littéraires, les scientifiques, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est 34 ans. L'âge moyen CNRS, astronomie, dans le domaine de l'astronomie, c'est à peu près 33 ans. Donc c'est 15 ans après le bac. Donc c'est un parcours assez long. Il y a à peu près 35% de femmes qui sont recrutées. Il y a une proportion identique de candidates. Même si l'âge tardif de recrutement pèse sur les femmes du fait de la maternité qui ont avoir plus tendance à arrêter pour des raisons familiales avant le post-doctorat à 2 ou 3, etc. Donc l'âge, ça serait plus bénéfique pour tout le monde si on avait un âge de recrutement plus avant, plus précoce. Donc voilà le parcours. Et donc ensuite je vous parlerai de doctorants, d'étudiants en thèse, de thésards, donc ça ce sont ces personnes, de post-doc, c'est le terme qu'on utilise, donc ce sont ces chercheurs déjà expérimentés, qui ont déjà une thèse, mais qui font des contrats de recherche. Et puis dans les laboratoires, il y a également des stagiaires, typiquement au niveau du master, des fois de la licence, master 1, master 2, des gens qui vont faire un stage de 3 mois, 4 mois, 5 mois, pour apprendre le métier. Bon, alors je vous ai parlé des différents types du cursus. Alors qu'est-ce que c'est que les missions du chercheur? La première, c'est de produire des connaissances, la production scientifique. Donc ce sont des publications d'articles dans des revues scientifiques, des journaux scientifiques, et j'expliquerai plus en détail ce que c'est. Aussi des ouvrages, ça dépend un petit peu des disciplines. Donc ça, en tout cas, vous avez ça en tête. Le chercheur doit également valoriser ses résultats. Alors dans les domaines plus appliqués, ça peut être par des dépôts de brevets, mais pour des travaux en astronomie ou des travaux plus théoriques, principalement, ça va être des participations à des congrès, à des conférences, c'est-à-dire ça ne suffit pas de publier dans un journal scientifique ces travaux, il faut aussi qu'ils soient lus, reconnus par les autres chercheurs, qu'ils y travaillent. Donc typiquement, la diffusion des connaissances se passe par ces congrès, ces conférences. L'enseignement, la formation. Alors l'enseignement, ça fait vraiment partie du travail, non pas des chercheurs du CNRS, mais des autres catégories dont je vous ai parlé. Mais typiquement, les chercheurs du CNRS, sur une base volontaire, vont pouvoir également faire de l'enseignement. Donc enseigner à différents niveaux de l'université ou des différentes grandes écoles. Et puis l'encadrement de stagiaires, de doctorants. Donc ça, c'est tout ce travail.
Et puis, ça c'est ce que je fais ici, ce que vous connaissez, c'est la diffusion des connaissances à travers des articles. Alors là, pas des articles scientifiques, des articles dans des magazines que vous connaissez, La Recherche, Pour la Science, Science et Vie. Donc ça, c'est vraiment à distinguer des publications scientifiques. C'est vraiment une explication pour le grand public. Et puis les conférences, comme je fais, des émissions à la radio, etc. Donc ça, c'est un peu les grandes missions des chercheurs, enseignants-chercheurs, astronomes. Ça va pour vous? Ok. La première fois, dans un autre cas, dans un club astronomique, je donnais une conférence sur le sujet. J'ai essayé de réfléchir par mots-clés, me dire voilà, quelles sont les choses qui me venaient à l'esprit quand je pensais à mon métier. Et voilà un exemple de choses. Alors je ne vais pas faire point par point, mais je vais quand même vous parler un peu de tout ça. Là, ce qui me vient, archive, c'est une des premières choses que je vais vous expliquer. C'est un métier de passion, l'anglais, je ne vous cache pas que tout est en anglais. La liberté, les conférences, la collaboration, la compétition, l'enseignement, etc., etc. Et donc je vais essayer de vous donner un point de vue de l'intérieur, tout ça. Sachant qu'évidemment, ce que je vais dire s'applique à, finalement, je vais parler de mon point de vue, c'est-à-dire un chercheur du CNRS en cosmologie et un théoricien. Vous donner des anecdotes à partir de ça. Mais je crois que tout ce que je vais dire s'applique plus généralement à tous les astronomes et finalement presque à tous les chercheurs, même finalement en mathématiques, en biologie, en géologie, etc. Et puis évidemment, il y aura des spécificités, mais ça reste assez général. Alors qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment ça la question. Mais qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que vous attendez que ça tombe du ciel? Alors voilà quelques photos. Qu'est-ce qu'on va faire? Une des premières choses qu'on fait quasi tous les jours, c'est regarder les nouveaux articles. Je vais préciser ce que ça veut dire avec ce site archive, qui veut dire les archives en anglais. Je vais revenir dessus juste après. Donc il y a ce travail. Et puis le travail quotidien, ça peut être un travail de calcul, un travail devant l'ordinateur, un travail en particulier au tableau avec des collaborateurs, avec d'autres chercheurs, des collaborateurs, des étudiants, des postdocs, échanger des idées, faire des réunions d'équipe, suivre le travail des étudiants. L'image caricaturale, que je pense que vous n'avez pas, mais qui est quand même toujours présente dans le grand public, du chercheur qui travaille tout seul, isolé, c'est vraiment on ne peut plus faux. Évidemment, ça peut dépendre des personnalités, des goûts des gens, mais c'est vraiment un travail qui est caractérisé par échanger, parler, apprendre les nouvelles choses, donc on discute énormément, d'où le café. Et on apprend tout le temps, malgré le recrutement à 33 ans, les 8 années d'études, etc. En fait, les connaissances se développent constamment, donc on peut aussi évidemment entre guillemets, retourner à l'école, apprendre des livres, et puis développer nos connaissances. Donc un peu plus sur ce site archive, c'est assez important, c'est vraiment le quotidien du chercheur, ça veut dire les archives. Ça, j'ai pris une capture d'écran il y a quelques jours. Vous avez en accès libre, vous pouvez y aller maintenant, écoutez-moi encore un petit peu, mais demain, 2 300 000 articles en accès libre. C'est assez important parce qu'en fait, la recherche dont je parle là, c'est de la recherche financée par de l'argent public, et donc vous pouvez y avoir accès. Et donc vous allez sur ce site, et vous avez, alors il n'y a pas que la physique, il y a la physique, ça a commencé en physique, mais il y a aussi les mathématiques et divers domaines. Et en physique, vous avez différentes catégories. Alors oui, tout est en anglais, parce que je vous disais, une des caractéristiques, c'est que c'est la langue qui est utilisée en recherche. Et donc vous pouvez cliquer sur astrophysique, matière condensée, relativité générale, etc., etc. Et pour chacun de ces sujets, si vous cliquez, vous allez avoir chaque jour les nouveaux articles mis en ligne par les chercheurs. Donc ça, c'était il y a quelques jours. Voilà, c'était mardi dernier. Il y avait une trentaine, juste dans la catégorie cosmologie. Donc moi, ce que je vais regarder typiquement, je vais regarder 2-3 catégories par jour. Il y avait, même si c'est le mois d'août et que les gens sont un peu en congé, il y avait 25 nouveaux articles. Et alors, évidemment, vous n'allez pas les lire tous. Vous allez regarder rapidement, est-ce que les auteurs, le titre, etc. Et puis, vous allez les mettre, si c'est très, très, très intéressant, vous allez le lire tout de suite. Une bonne partie, ça va être, oui, c'est très intéressant, mais je suis très occupé, je mets ça dans mon dossier à lire. En général, ça finit pas bien, parce que vous ne le lisez jamais. La peur, évidemment, du chercheur, c'est de trouver le matin, quand on arrive. Alors, c'est pas un bon conseil de faire ça dès le matin, parce que ça peut être. Vous pouvez passer votre journée à lire les articles de la journée, il vaut mieux se lever, faire ses recherches, et puis à une pause, regarder ça. Mais la peur du chercheur, ça va être de découvrir un article sur le sujet sur lequel on travaille depuis 6 mois ou 1 an. Dans ces cas-là,
il y a une petite période un petit peu spéciale, soit de déprime, soit de travail intense pour travailler très vite pendant les 3, 4, 5 jours pour dire, pour vite mettre un article peu de jours après sur Archive et dire moi aussi, j'avais l'idée. Parce qu'évidemment, le but, c'est de trouver le premier. Voilà, vous comprenez l'importance pourquoi je commence par site Archive, parce que c'est vraiment le quotidien. Et quand on clique, ça c'est une publication, alors une pré-publication, c'est pas encore une publication, je vais expliquer, que moi j'ai mis en ligne avec 4 autres collaborateurs le 17 juillet, voilà, ça a été soumis. Et donc quand vous cliquez sur un des titres, vous avez un peu plus de détails, vous avez le titre, vous avez les auteurs, vous avez un abstract, donc c'est le mot utilisé, mais donc un résumé. Hein. Et puis si vous cliquez sur le PDF, vous pouvez le faire, vous avez l'article, et puis vous pouvez voir si, si vous allez vous coltiner 5 pages ou 100 pages ou là 37 pages. Et voilà. Voilà ce site, et vous pouvez, voilà, souvent les gens disent mais à quoi ça ressemble un article? Vous cliquez, vous pouvez avoir toute l'information. Alors, les publications scientifiques. Ce que je vous ai montré là, en fait, dit de manière triviale, c'est un blog. C'est-à-dire que si vous avez une adresse email académique, universitaire, vous pouvez poster sur ce site. On dit qu'on poste sur Archive. Mais ça peut être faux. Ça n'a pas été validé. Juste, vous le mettez, vous le rendez public et vous dites, grosso modo, ça, voilà, c'est mon idée, j'ai trouvé ça ou j'ai observé telle chose. Donc c'est ce qu'on appelle une pré-publication. Pour arriver à la publication, à la validation par les pairs, il y a tout un processus. Il faut l'envoyer à un journal scientifique, une revue scientifique. Et donc vous l'envoyez, donc un processus informatique, et vous dites, ben voilà, j'ai trouvé ça, est-ce que j'aimerais que ça soit publié dans votre journal scientifique? Et là, en fait, ce sont simplement d'autres chercheurs qui vont évaluer votre travail. C'est un travail complètement anonyme. En premier, ça passe par des éditeurs. Typiquement, ça veut dire des chercheurs assez expérimentés, reconnus dans leur domaine, qui se sont dévoués pour faire ce travail et qui reçoivent tous les jours plein d'articles. Et leur boulot, c'est de bien connaître le domaine, de bien connaître les spécialités des chercheurs et de dire, bon, ben, ok, cet article-là, je vais l'envoyer à tel référé, donc c'est le mot anglais pour dire arbitre, qui va juger si ce travail est pertinent et mérite d'être publié et faire des améliorations. Donc ça, c'est un article, pour vous donner un exemple des échelles de temps, alors c'est variable, hein, que j'ai publié à la fin dans une revue qui est prestigieuse, et j'expliquerai que ça a joué un rôle dans ma carrière scientifique, avec un collaborateur en Pologne. Et c'est toujours écrit un petit peu les dates. Le journal l'a reçu le 13 novembre 2015. Oui, le manuscrit était révisé grosso modo 6-7 mois plus tard, en juin, et il a été publié peu de temps après. En fait, ce qui se passe pendant ce processus, quand on le met sur Archive, on dit juste à la communauté de nos collègues chercheurs, regardez, j'ai trouvé quelque chose. Et on s'attend à ce que les gens le lisent. Et ils nous fassent des retours, nous disent, alors ce qu'on a peur, c'est aussi quelquefois les gens nous disent, oui, mais désolé, mais ça, je l'avais déjà dit, moi. C'est très facile de rater quelque chose parce qu'il y a tellement de publications. En général, malheureusement, qu'on reçoit typiquement comme commentaire d'autres chercheurs, c'est « Ah oui, votre travail, j'ai lu votre travail, très intéressant, mais surtout, est-ce que vous pouvez citer le mien ?» Parce que, c'est-à-dire, il y a une bibliographie, on fait référence au travail des autres, et on juge aussi l'influence d'un chercheur par ça. Est-ce que mes travaux sont cités? Donc c'est quelque chose d'important. Dans ce cas-là, sur un exemple, on envoie notre manuscrit. C'est un article court, c'est une revue très prestigieuse en fait. L'idée c'est que c'est pour un lectorat très généraliste en physique. Et l'idée c'est que si votre article, si votre idée est vraiment très importante pour être publiée dans le journal, vous pouvez l'expliquer en 5 pages. 5 pages c'est court quand vous avez travaillé 6 mois, 1 an, 2 ans sur un sujet. Mais voilà, l'idée c'est que ça peut être compréhensible par tout le monde. Donc c'est un gros travail. Selon les journaux, il peut y avoir un différent nombre d'arbitres, de référés, 1, 2 ou 3. Ils sont tous anonymes, vous ne savez pas qui c'est. Vous savez, alors typiquement, quand vous obtenez le rapport du référé, en fonction de ce que la personne dit, vous pouvez dire « Oh, ça, je pense que c'est un collègue que j'identifie, mais il est anonyme, vous ne pouvez pas savoir. » Et tout le monde est, à tour de rôle, chercheur qui envoie un article ou référé. On reçoit des articles et on accepte ou pas de référer cet article, de juger s'il est correct. Et en fait, il y a un aller-retour. Et donc moi, par exemple, j'étais très fier de ce que je pensais avoir trouvé. Je l'envoie à ce journal prestigieux en pensant que ça le méritait. Et j'obtiens 3 rapports de référés qui sont indépendants. Hein. Et ils sont tous unanimes. C'est bien, mais pas plus que ça. Ça ne vaut pas d'être publié dans ce journal prestigieux. Et voilà. Mais c'est pas tout, ça s'arrête pas là. Il y a un aller-retour. On peut contre-argumenter. On peut expliquer et dire... Voilà. Et donc moi, je pensais vraiment que cette idée était très importante.
Et je me suis dit, si trois chercheurs de mon domaine, que je ne connaissais pas, avaient jugé que c'était bien, mais sans plus, ça valait pas le coup de publier, c'est sans doute que j'avais pas bien expliqué. Donc je me suis dit, c'est que bon, cet article sera sans doute pas publié dans ce journal, mais ce que je vais faire, c'est qu'au moins je vais assurer sa notoriété, parce que je pense que le sujet est intéressant, en faisant une tournée de séminaires, j'expliquerai un peu plus ça, c'est-à-dire en allant à droite à gauche dans les universités, dans le monde, pour en parler, et aussi pour le faire connaître, et pour avoir le retour de mes collègues, pour savoir si, oui, ils avaient raison, si c'était pas si terrible que ça, ou si c'était une bonne idée. Et j'ai passé 6 mois à faire ça. J'ai pas fait que ça, hein. J'enseignais, je travaillais sur d'autres domaines. Et finalement, ça a été très utile parce que j'ai vu que l'idée en fait fonctionnait bien, que c'était intéressant pour mes collègues, mais que peut-être au début je l'expliquais pas de la bonne façon. Donc ça m'a permis d'améliorer les choses. Et après un long travail comme ça de 6 mois, avec mon collaborateur, on a envoyé une réponse au référé en disant, écoutez, cher référé, bon, ok, vous pensez que ça vaut pas le coup, mais nous on pense que c'est bien pour cette raison, cette raison, cette raison, cette raison. 5 pages détaillées. Et voilà. Là, les gens font leur boulot, regardent. Et à notre bonne surprise, eh bien, ils ont tous répondu de manière unanime. Ah oui, ben en fait, on avait mal compris. Vous avez mieux expliqué dans la deuxième version que vous nous avez soumise. En fait, ça vaut vraiment le coup, c'est formidable, c'est nouveau, ça vaut le coup. Différentes revues qui sont plus ou moins de qualité différente, permissive, mais voilà l'idée. À long terme, c'est pas tant d'être publié dans un journal plutôt qu'un autre qui joue que est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que les autres chercheurs vont s'en emparer? Cet article, s'il n'avait pas été publié dans cette revue prestigieuse, je pense qu'il aurait eu le même impact, parce que finalement, j'en avais parlé et les chercheurs trouvaient déjà que c'était pertinent. Mais ça permet d'avoir un tampon officiel de qualité. Alors Bruno disait, vous avez déjà entendu parler de publish or perish, publier ou périr. Oui. Et effectivement, voici, c'est assez difficile à trouver comme donnée, mais j'ai trouvé ça. Le nombre de publications, tout domaine confondu, en sciences, croît exponentiellement. C'est vraiment, vous pouvez mettre ça en échelle log, ça croît vraiment exponentiellement. Donc oui, il y a une certaine pression collective pour publier. Quand vous voyez vos collègues publier, quand vous voyez tous les jours sur Archive de plus en plus de papiers. En fait, nos tutelles, le CNRS et les différentes choses, sont contents évidemment qu'on publie, mais officiellement, on n'a pas de contraintes. On peut prendre le temps qu'il faut pour publier ce qu'on veut. Et en fait, malgré cette réalité, la croissance exponentielle du nombre d'articles, je dis papier, c'est le jargon, mais papier, article, publication scientifique, ça c'est la même chose, l'évaluation se fait in fine sur la qualité des travaux. Et ça, je peux vous le dire, j'ai été pendant 5 ans membre du comité du CNRS qui fait ce travail délicat de prendre un candidat parmi 25 ou 30. Et ce qu'on regarde, c'est la qualité des travaux. Évidemment, bon, si vous avez plein de candidats qui ont des travaux de très grande qualité et qu'en plus il y en a qui publient beaucoup, bon, évidemment ça joue. Mais ce qui est important, c'est vraiment la qualité, malgré ça. Vous avez vu que là, il y avait 2 auteurs. Ça peut être très variable, le nombre d'auteurs d'une publication scientifique. Donc, c'est le nombre de personnes qui ont contribué à développer cette connaissance. Là, on était 2. Là, c'était avec un étudiant et un postdoc, un chercheur que j'avais recruté en postdoctorat dans mon laboratoire. On était 3. L'article que vous avez vu il y a quelques semaines, on était 5. Et puis, vous avez les résultats du fameux satellite Planck, que vous connaissez ici, qui a observé le fond diffus cosmologique. Et là, ça peut être plus d'une centaine d'auteurs, des travaux qui s'étalent sur une décennie. La collaboration, la compétition, alors ça c'est quelque chose de pas évident au quotidien. Qui sont nos collègues, avec qui on parle? En fait, on est plus proche des gens qui travaillent dans notre domaine, n'importe où dans le monde, que souvent les gens qu'on croise dans notre couloir.
Par exemple, moi, à l'Institut d'astrophysique de Paris, je travaille en cosmologie. Il y a des gens qui travaillent sur les exoplanètes, sur différents domaines. Alors c'est très sympa de discuter avec eux de tout, de rien, de la science, etc. Mais on travaille sur des domaines tellement différents que qu'on va pas, voilà, c'est pas nos interactions privilégiées. Quand je mets un article sur Archive, ce que j'attends, c'est d'avoir des emails des collègues que je connais à droite à gauche dans le monde, qui vont me dire ah c'est intéressant ou oh désolé ça je pense que c'est pas super, etc. Et alors avec qui on travaille, ça dépend. Ça dépend des affinités, ça dépend des gens. Quelquefois on a des collaborateurs réguliers avec qui on travaille régulièrement. Quelquefois ça se fait au gré des projets. On a une idée, on discute avec quelqu'un et on va travailler sur un projet pendant 6 mois, 1 an. Puis après on va pas travailler ensemble, puis on retravaillera ensemble quelques années ensuite. Une chose qui peut être surprenante, des chercheurs peuvent collaborer sur un projet pendant 6 mois, travailler ensemble, et en fait être en compétition sur un autre projet sans le savoir. Ça arrive régulièrement. Parce qu'on peut travailler sur plusieurs projets en parallèle, 2, 3, 4, plus, selon l'expérience, etc. Et on se dit pas tout. On travaille sur un sujet, on s'est mis d'accord pour travailler ensemble sur telle idée, mais on ne sait pas ce qu'on fait par ailleurs. Et quelquefois, on travaille ensemble, et puis un jour, on va sur Archive et on voit la publication d'un de nos confrères, collègues avec qui on travaille, sur un sujet sur lequel on travaillait aussi. Ça arrive. Donc on peut être à la fois en collaboration et en compétition en même temps. Et en fait, on forme une communauté qui, globalement, avec tout ça, avance et développe les connaissances. Vous avez vu que les publications étaient avec des gens de pays différents. Et ça, c'est vraiment une des caractéristiques importantes. Le métier de chercheur, en général, est un métier très ouvert, qui se fait à l'échelle mondiale. Ça, c'est mon exemple particulier que je connais. J'ai compté que j'ai à peu près 37 collaborateurs, alors pas forcément réguliers, mais des gens avec qui j'ai publié des articles, dans à peu près 13 pays. Et donc, c'est tous les points rouges ici. Alors comment on fait pour travailler avec ces gens-là? On n'y va pas tout le temps, hein, évidemment. C'est par email, la première chose, par visioconférence, et puis on a des moyens de se rencontrer que je vais détailler un petit peu après, qui sont typiquement les conférences. Et donc évidemment, pour un chercheur comme moi en Europe, je vais avoir beaucoup de collaborateurs et d'interactions avec des gens en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Asie, également, de manière moindre, mais en Afrique ou en Amérique du Sud. Le quotidien dans un labo, comment on fait pour apprendre des choses? Je vous disais, tous les jours, il y a tellement d'articles nouveaux que c'est quasi impossible de suivre. Donc si on est un chercheur et qu'on veut faire connaître à sa communauté ce qu'on a fait, un bon moyen, c'est de donner des séminaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que typiquement, chaque groupe de recherche, chaque centre de recherche, chaque université, organise une fois par semaine un événement qu'on appelle un séminaire, où ce groupe va inviter quelqu'un extérieur au groupe, ça peut être du même pays, ça peut être d'un autre pays, pour expliquer pendant 1 heure ses travaux. Et là, on est comme à l'école, on apprend, on essaie de comprendre, on pose des questions, etc. Et puis selon le sujet, après, si c'est vraiment... alors quelquefois, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse beaucoup, et donc on va continuer à discuter toute la journée avec ce chercheur pour comprendre ce qu'il a fait, ce qu'il ou elle a fait. Et si c'est un sujet plus différent de ce qu'on fait, c'est simplement, on va dire, de la culture générale, et puis ça nous servira peut-être plus tard. Ça, c'est les séminaires. Je vous disais, il y avait des petits points bleus tout à l'heure qui étaient les conférences. Les conférences, c'est différent. C'est plus long. C'est sur plusieurs jours. Par exemple, je vais aller en septembre à Madrid pour la conférence Cosmo 2023. Ce sont des conférences régulières. Il y en a par thématique. Donc ça, c'est une conférence de cosmologie, comme vous pouvez l'imaginer. Et ça va être finalement tous les chercheurs du domaine regroupés pendant une semaine pour s'expliquer ce qu'ils ont trouvé depuis 1 an. Et ça va être de l'ordre de plusieurs centaines de personnes. Et donc c'est à peu près comme ici, hein. Vous êtes là, vous expliquez, vous avez les gens dans la salle, sauf qu'ils vous interrompent tout le temps pour vous poser des questions et pour vous dire ça je l'avais déjà dit il y a 10 ans, ça je suis pas sûr que ça soit correct, etc. Vous avez également des événements plus courts, plus spécialisés, où vraiment on va inviter des chercheurs sur un domaine très précis, plusieurs dizaines de chercheurs. Ça c'est une conférence par exemple que j'avais organisée à l'époque du Covid, donc c'était en ligne malheureusement, mais c'était aussi utile. Un point important, il y avait une conférence sur ça l'année dernière. Les chercheurs voyagent beaucoup pour ces conférences, etc. La moyenne, ça a été c'est la source, c'est 11 000 km de vol par an en moyenne, ce qui est évidemment énorme. Et avant le Covid, en tout cas, il y avait 58% des chercheurs au sens large en France qui ont pris au moins un vol professionnel. Donc c'est évidemment avec la question du changement climatique.
C'est une question importante et en particulier en France, en Europe en général, plus que dans d'autres continents, les gens se posent la question de comment diminuer ça. Par exemple, plutôt que de faire une conférence à un endroit, de faire une conférence par continent. De faire une conférence qui fait que les Européens seraient en Europe, une en Amérique du Nord, etc. Et puis d'alterner des moments de discussion avec les participants qui viennent d'un unique continent, et puis des moments en visioconférence pour échanger avec les autres personnes. En tout cas, voilà le constat. Après, on peut essayer de penser à l'avenir. Une question qui revient souvent, comment savoir sur quoi chercher? Comment est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, c'est pas du tout évident, et ça fait partie intégrante du métier. C'est identifier les bonnes questions, savoir chercher sur quoi chercher. Par exemple, Stephen Hawking, chercheur très célèbre, finalement est plus connu pour des questions qu'il a posées plus que pour les réponses qu'il a apportées. Le rayonnement de Hawking, le rayonnement des trous noirs, ou l'entropie des trous noirs, sont des concepts associés à son nom, et on n'a toujours pas la réponse, mais il a posé les bonnes questions. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir sur quoi chercher, sachant qu'il y a une infinité de sujets? C'est un mélange, en fonction de vos connaissances, en fonction de vos goûts aussi. Voilà, si vous êtes plus ou moins axé sur la théorie, sur le calcul numérique, vous allez faire différents projets. Sur les opportunités, vous allez à une conférence, vous parlez avec des gens, on vous donne une idée, vous rebondissez là-dessus. La difficulté aussi, vous pouvez avoir un problème que vous pensez très intéressant, mais vous ne voyez pas comment l'aborder, vous le gardez en tête pour plus tard. Et puis, pour contribuer à la connaissance, il faut nécessairement se spécialiser. C'est-à-dire il faut travailler sur un sujet pendant de nombreuses années pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Mais évidemment, si vous travaillez tout le temps sur le même domaine, ça peut être un peu stérile. Et donc, il faut savoir, et c'est un équilibre pas évident, faire un équilibre entre la spécialisation qui est nécessaire et de temps en temps changer de sujet, découvrir des nouvelles thématiques en fonction des découvertes, des nouvelles idées. Et c'est là que les séminaires, les conférences jouent un grand rôle. On peut travailler sur un domaine et puis on entend parler au fur et à mesure de nouvelles thématiques. Et on se dit, ah mais il y a des choses à faire, je pourrais peut-être avoir des idées. Un exemple de ça, pour vous montrer un peu les différentes temporalités dans la recherche, 2017, prix Nobel pour la découverte des ondes gravitationnelles, qui est faite en 2015, annoncée en 2016. Ça a été un boom incroyable. Ça a changé tout le domaine de l'astronomie, parce que c'est une nouvelle astronomie. On parle d'astronomie gravitationnelle. Voici le nombre d'articles traitant les ondes gravitationnelles, donnés par Archive, en fonction des années. Voici la détection des ondes gravitationnelles. Et là, vous avez un boom et vous avez à peu près 3000 articles par an maintenant, et il y en aura encore plus, sur ce sujet. Vous avez eu des recrutements massifs dans toutes les universités et centres de recherche. Chacun voulait le spécialiste, ton spécialiste, la spécialiste des ondes gravitationnelles. Donc ça, c'est pas que de l'opportunisme, c'est simplement qu'il y a une nouvelle fenêtre ouverte sur le monde, un nouveau moyen, des nouvelles idées. Et on se dit, ah oui, mais j'avais pas pensé à ça, mais ah oui, je pourrais contribuer à ça, etc. Il y a des fois des effets d'aubaine, mais voilà. Donc ça, c'est le temps court de la recherche, parce que c'est vraiment un emballement à très court terme. Mais il y a également le temps long, parce que, je pense que vous le savez, cette détection des ondes gravitationnelles par des interféromètres, je ne vais pas faire une conférence sur le sujet, par LIGO et Virgo, la détection est en 2016, en 2015, annoncée en 2016, mais le premier financement, c'est en 1979. Vous avez 35 ans de développement de projet. Donc, ok, maintenant que c'était découvert, plein de chercheurs, y compris moi, je ne travaillais pas sur les ondes gravitationnelles, depuis la découverte, je travaille dessus. Mais il ne faut pas oublier que ça a été possible uniquement parce qu'il y a eu des chercheurs qui ont creusé pendant des décennies, un peu dans le désert, quand ce n'était pas encore au cœur de l'actualité, pour développer tout ça. Il se passe exactement la même chose actuellement. Moi, je suis dans la convention LISA, c'est un interféromètre pour détecter les ondes gravitationnelles de fréquences plus basses, qui sera lancé, ça a été financé au niveau européen, vers 2034. Et ça a été initié dès 1993. On a envoyé un satellite précurseur pour vérifier la technologie en 2015. Donc vous voyez les échelles de temps, c'est plusieurs décennies. Donc vous avez une recherche et le temps court, c'est-à-dire, oh mince, il y a un article sur Archive sur le sujet sur lequel je travaillais, il faut vite que je réagisse. Et le temps long, qui est pensé à faire de la bonne recherche pour dans des décennies. Et c'est pas évident à gérer, mais ça fait partie du travail. Là, je parlais de la recherche. Il y a également l'enseignement. Alors, je vous disais, pour les enseignants-chercheurs, c'est statutaire, ça fait partie de leur travail. Ils doivent 192 heures d'enseignement. Mais les chercheurs autres du CNRS peuvent également contribuer à ça. Donc, à différents niveaux, licence 1, licence 3, master, en fonction des spécialités. Je ne sais pas
pour le parisianisme, j'ai juste mis des exemples proches dans lesquels moi j'ai enseigné. Et donc ça peut être dans les universités, dans les différentes grandes écoles, à différents niveaux. Ça, vous avez une assez bonne idée, c'est un auditoire comme ça, vous expliquez au tableau avec, ou autre, l'état de l'art, évidemment de plus en plus spécialisé quand vous approchez du master. Il y a également des enseignements pendant la thèse, je reviendrai dessus après. Et puis vous formez les chercheurs. Vous formez des jeunes, pas forcément à la recherche, mais au moins par la recherche. Donc vous avez des stagiaires, en L3, en M1, M2, pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois, des doctorants, des post-doctorants. C'est vraiment un travail difficile, c'est la première fois qu'on peut être un très bon étudiant. C'est différent la recherche. Évidemment, c'est une bonne idée d'être un bon étudiant, hein. Mais un bon étudiant, ça sait résoudre des problèmes qu'on a déjà résolus. Un chercheur doit se poser déjà la question de savoir sur quoi chercher, et plus dans l'inconnu. Et donc c'est assez différent, et ça s'apprend, et c'est assez ingrat. Et je pense que j'en profite pour saluer le travail des gens au Festival Astrojeune, qui sont des doctorants, et qui prennent de leur temps de vacances, qui est rare, pour encadrer, et pour apprendre des choses aux enfants et aux jeunes. Donc je pense je profite de cette occasion pour les remercier. Voilà, parce que c'est... Quand on sait qu'une thèse dure 3 ans et la pression, etc., c'est assez remarquable de prendre ce temps. Et ce n'est pas que pendant le festival. Ils nous contactent en amont pour développer les thématiques. Un aspect intéressant sont les écoles d'été. Ça ne dure pas très longtemps. C'est quand on est jeune chercheur, étudiant, donc étudiant, ça veut dire doctorant, ou jeune post-doctorant. On peut aller dans des endroits sympathiques. Les chercheurs, je trouve des endroits sympathiques, c'est-à-dire isolés. En France, ça peut être en Corse, à Cargèse, ou l'école des Ouches, dans les Alpes, ou il y a aussi aux États-Unis. L'idée, c'est quoi? C'est s'immerger avec sa communauté pour apprendre le plus de choses, loin de tout tracas administratif, loin de l'enseignement, loin des contingences matérielles, pendant 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et là, littéralement, on vit tous ensemble, et ça ne fait que de la recherche tout le temps. Alors si ça dure 3 à 4 semaines, évidemment on a les week-ends, et comme c'est dans un endroit joli, on peut en profiter pour faire des randonnées ou de la plongée, ça c'est le week-end. Mais pendant la semaine, on va travailler, ça n'arrête pas, et à table, on échange, et puis on échange au tableau, on s'explique les choses, etc. Et ça, donc ça dure assez peu de temps finalement dans une carrière de chercheur, parce qu'on bénéficie de ça en tant que doctorant ou jeune chercheur, et on peut en bénéficier uniquement aussi quand on y enseigne. Donc c'est une chouette opportunité quand on nous demande d'aller enseigner dans ces écoles. Et vous avez un joli livre, Le Jardin de la physique, qui vous explique ces 2 écoles de Cargèse et des Ouches en France. La diffusion des connaissances, c'est ce que vous voyez le plus, c'est ce que je suis en train de faire. C'est le Festival d'astronomie de Florence, intervenir pour les fêtes de la science, faire des relectures d'ouvrages. Ça c'est un ouvrage, quelqu'un un jour m'a contacté, m'a dit je vais faire un livre Einstein vu par un ado, mais j'y connais rien, donc je voudrais vérifier que je ne dis pas de bêtises. Donc, tout ça, évidemment, des fois la question se pose, c'est complètement volontaire, c'est complètement bénévole. Hein. Intervenir à la radio, intervenir pour différents magazines scientifiques, dans des clubs d'astronomie, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous êtes familier. Une question qu'on peut se poser, c'est oui, mais comment vous organisez? Bruno posait la question. On est absolument libre. C'est un parcours du combattant pour devenir chercheur, et après, on leur fait confiance, globalement. C'est-à-dire, les chercheurs ont le libre choix de travailler sur telle ou telle thématique, de changer. Moi, je suis chercheur du CNRS, je suis fonctionnaire. Si je veux travailler sur une nouvelle thématique demain, je peux. Je vais passer du temps à lire des livres, à apprendre, à poser des questions, mais je peux. Et donc, on a aussi une libre organisation. Si une idée vient pendant la nuit, on va se lever. Le temps de travail, il existe, il est réglementaire, mais si on a une idée pendant la nuit, on va souvent se lever et puis noter sur un bout de papier. Ou on peut travailler dans le bus si une idée vient, ou un café si ça vous plaît. Donc c'est un travail un petit peu particulier qui quelquefois peut sembler artistique. Mais voilà. Le temps de travail est donc en général assez important, mais sur une base volontaire. Vous imaginez que les chercheurs sont très motivés et donc travaillent en général beaucoup. Mais on est également contrôlé. On doit fournir des rapports expliquant tout ce qu'on a fait tous les ans. Et des rapports plus détaillés tous les 2 ans, tous les 5 ans. Ça, c'est mon rapport d'activité que j'ai remis au CNRS, expliquant ce que j'ai fait dans ces 2 dernières années, c'était sur une certaine période, mon enseignement, l'enseignement que j'ai fait, la place de la recherche dans mon unité, enfin bon, tout ça. Et effectivement, en fait, on est libre, mais on est constamment évalué. On est constamment évalué par
en fait, par nos collègues, par voir si on publie, par les nouveautés ou pas. On voit bien si ce qu'on fait intéresse les collègues par le fait si on est invité à parler dans des conférences, dans des comités, évidemment des promotions, etc. Donc on est très libre, c'est un des avantages du métier, avec également évidemment la découverte et le plaisir de travailler avec des chercheurs d'horizons variés, mais on est également tout le temps évalué. C'est un petit peu pour la fin, mais tout va bien. Bon, donc c'est vraiment un métier incroyable qui me passionne. Tout n'est pas absolument rose. Vous connaissez la question de est-ce que les chercheurs passent du temps à chercher de l'argent. Mais il y a une part de vrai dans cette question. Ce qui est vrai, c'est que depuis, allez, on va dire 2 décennies, les financements récurrents, c'est-à-dire l'argent donné par le CNRS, fourni par le CNRS, les différents organismes, c'est pareil pour l'INSERM, c'est pareil pour, c'est très général, pour les universités, est en baisse constante. Et à côté de ça, ce qu'on vous demande, en fait, c'est d'aller chercher de l'argent public en promettant des choses, en disant je vais travailler là-dessus pendant quelques années, vous allez voir, ça va être formidable. Donc ça peut être intéressant, mais c'est très chronophage et le taux de succès est très faible. La publication dont je vous ai parlé, qui est dans une revue prestigieuse, m'a permis d'obtenir une de ces bourses européennes très importantes. J'ai passé beaucoup de temps parce que je pensais que c'était une idée intéressante à creuser. Ça m'a permis d'obtenir, par vos impôts, enfin les impôts de tous les Européens, 1,5 million d'euros pour créer mon groupe de recherche pendant 5 ans. En particulier pour recruter des jeunes chercheurs, recruter des doctorants, recruter des post-doctorants. Donc j'en suis très content, mais il faut admettre que c'est un système qui est vraiment perfectible, parce que le taux de succès est très faible. Typiquement, cet article, je suis persuadé que si les référis, je ne les avais pas convaincus, et s'il n'avait pas été publié dans cette revue prestigieuse, avec le même contenu, je n'aurais pas eu cette bourse. Et je n'aurais pas eu les opportunités que ça m'a donné. Le taux de succès, sachant qu'il y a beaucoup d'autocensure, est de l'ordre de 10%. Donc on parle des chercheurs qui ont passé tous les filtres dont je vous ai parlé. Très peu postulent parce que c'est compliqué, et il n'y a que 10% quand même. Donc la majorité des chercheurs s'accordent à dire qu'il vaudrait mieux qu'il y ait un taux de succès, c'est pas forcément mauvais, mais qu'il faudrait un taux de succès plus raisonnable, autour de 30%, pour que ça soit moins aléatoire. On passe beaucoup de temps en réunion, des fois de manière très intéressante, des fois moins, comme dans tout travail. Alors organiser des conférences, c'est intéressant, tout est intéressant, et tout est important. Mais il y a beaucoup de discussions collectives pour suivre des thèses, des réunions d'équipe à différents niveaux, de laboratoire, l'université, les réseaux de recherche. Il y a beaucoup de sélection. On passe du temps à sélectionner des dossiers, rien que pour donner une bourse à un étudiant pour faire une thèse, pour sélectionner des post-docs, et puis pour obtenir des postes. Et puis, comme je vous disais qu'il y a ce mode d'évaluation par projet, vous avez différents guichets auxquels vous pouvez postuler. Donc c'est assez chronophage. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? J'accélère un petit peu pour la fin, pour vous laisser le temps pour les questions. On me pose des questions, mais vous faites comment ça gagne un chercheur? Voilà. Je donne ça, parce qu'évidemment, je donne le CNRS parce que c'est ce que je connais le mieux, et puis tout est... un jeune chercheur, je vous disais qu'ils sont recrutés à 33 ans en moyenne, voilà à peu près le salaire moyen. Évidemment, c'est une grille, ça dépend de l'expérience, ça dépend du grade, mais voilà à peu près l'ordre de grandeur de 1 300 €. Et puis un directeur de recherche, donc ça c'est en fonction des domaines, c'est la quarantaine, cinquantaine, et c'est pas automatique. Voilà l'ordre de grandeur. Vous en penserez ce que vous voulez, mais les faits sont que à études moindres, un ingénieur après 5 années d'études va typiquement gagner substantiellement plus. À l'étranger, les collègues sont un peu mieux considérés. Évidemment, ça dépend des pays, ça ne va pas être la même chose en Grèce et en Suisse. Mais il y a au moins 30% d'écart, et aux États-Unis ou en Amérique du Nord en général, le salaire est bien plus élevé. Malgré tout, il ne faudrait pas imaginer que la recherche française est mal vue. En fait, elle est très très attractive, elle est très visible. Alors évidemment, c'est juste une image, et on sait que c'est basé sur des succès passés, mais on a la 4e nation pour les prix Nobel, la 2e nation pour les médailles Fields, pour les mathématiques, de manière peut-être plus visible, plus importante, dans les laboratoires, en sciences en général. 41% des doctorants, des étudiants en thèse, sont étrangers. Donc des gens veulent venir parce qu'il y a une réputation, parce qu'on a une expertise. 1/3 des recrutés du CNRS sont étrangers. C'est-à-dire que les concours très sélectifs dont je vous ai parlé, les gens postulent du monde entier pour devenir chercheurs.
c'est pas forcément évident parce qu'on est fonctionnaire, donc en général les fonctionnaires on dit on doit être français, alors c'est le cas dans la majorité, mais pas pour le CNRS. Et donc il y a énormément de gens qui postulent chaque année pour avoir la chance de travailler au CNRS. Et je dis CNRS parce que c'est ce que je connais le mieux, parce que j'y ai travaillé, mais c'est le cas pour tous les autres organismes, évidemment. Et puis une petite anecdote, la région parisienne, il n'existe pas de université de Paris, enfin, bon, proprement parler, mais en fait c'est la plus grande concentration de physiciens et de mathématiciens au monde. Donc quand vous êtes intéressé par la connaissance, même si les salaires ne sont pas formidables, ça reste très attractif, et la France en général. Malgré tout, il y a un risque de décrochage, et même plus qu'un risque réel. Le nombre de postes est en baisse continue depuis 15 ans. Voici, on ne voit pas les nombres, mais grosso modo, il y a 15 ans, dans les années 2005, il y avait à peu près 400 recrutements dans tous les domaines des sciences, au CNRS. Encore une fois, c'est parce que c'est plus facile pour moi de trouver les données, mais par an. Et ça, c'est par section. Vous voyez, il y en a un, ça doit être l'astronomie, l'autre, c'est la philo, l'autre, c'est les maths, etc. Et bon, après, je vous laisserai regarder les années des différents présidents, si vous voulez, mais ça, c'est 2017. Et là, on est plutôt autour de 250. Et vous voyez qu'en fait, c'est assez régulier. Et la tendance est claire. Les ordres de grandeur pour le budget de l'État, ça c'est le CNRS, ça c'est l'armée, je passe un peu vite, ça c'est l'éducation, ça c'est le crédit impôt recherche. Les chercheurs ne sont pas très fans et il y a beaucoup de rapports qui le dénoncent. Donc voilà un petit peu l'idée. C'est 2% du PIB français pour la recherche, y compris privée. La recherche publique, c'est ça, 0,72%. L'objectif depuis 2000, c'est censé être 3%, que divers pays voisins, Allemagne, Angleterre, etc., dépassent. Donc voilà, donc on a vraiment un risque de décrochage qui est réel et qui est expliqué dans de nombreux rapports chaque année par tous les chercheurs. Vous pouvez voir par exemple lors du débat avec les intellectuels suite aux Gilets jaunes, vous avez Serge Haroche qui explique pendant 5 minutes sa vision en fait partagée de l'état de la recherche, et ça peut être résumé par ça. C'est un petit détail, mais pour comparer avec le budget d'État, la fraude fiscale, ça représente ça. Alors j'ai déjà montré ça à des étudiants de Polytechnique. Ils m'ont dit, monsieur, l'armée, l'éducation, c'est pas de la fraude fiscale, effectivement. Ce que je voulais dire, c'est que ça représente à peu près ça. Voilà. En tout cas, ce sont des données. Et encore, j'ai été assez, voilà, j'ai pris une fourchette moyenne. Hein. Avec tout ça, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de se lancer dans l'astrophysique? J'accélère un peu, je sais, pour vous laisser le temps de manger. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est vraiment le parcours du combattant, il y a peu de postes. Alors déjà, tous les doctorants ne souhaitent pas devenir chercheurs. Et tous, effectivement, ne le deviendront pas. Mais ce qui est important, en fait, ça vaut vraiment le coup. Parce que déjà, si vous voulez devenir chercheur, il n'y a pas de choix. Et en plus, ce qui est important, c'est que ce n'est pas une voie de garage. Vous trouverez du travail. En fait, la formation par la recherche, on dit une formation à la recherche et par la recherche. Elle est reconnue dans les entreprises. Parce que quand vous avez une thèse, finalement, tout domaine confondu, mais l'astronomie en fait partie, vous avez une formation scientifique généraliste qui est intéressante, vous avez l'esprit critique, vous avez creusé un sujet pendant 3 ans, c'est-à-dire que vous savez appréhender des nouvelles choses. Vous avez en général une grande capacité de travail, de synthèse, vous devez écrire et communiquer en anglais, vous savez analyser des données, et donc en fait, ça intéresse beaucoup d'entreprises. En particulier les sciences des données, actuellement, tout ce qui est intelligence artificielle, vont recruter massivement les étudiants d'astrophysique, parce qu'ils sont habitués à l'analyse des données, à comprendre les différents effets statistiques, etc. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15 ans, mais qui est devenu absolument massif. L'ingénierie, l'enseignement, la création d'entreprises, bref. C'est long, mais que vous alliez vers la recherche publique ou privée, in fine à la fin ou pas, vous aurez un travail très intéressant en suivant cette voie. Et tout le monde en bénéficie. Je finis juste sur 2-3 transparents, sur des questions qui peuvent revenir. Oui, alors, ok, bon, c'est très bien de dépenser autant d'argent pour votre petit plaisir, mais il y a la faim dans le monde, le changement climatique, le cancer. Est-ce qu'on ferait pas mieux de mettre tout cet argent là-dedans? Je comprends cette question, elle est légitime. Je n'ai pas la réponse, c'est simplement aussi, c'est pour ça que je donne cette conférence, hein, c'est de l'argent public, donc c'est à vous, citoyens, à travers votre vote, d'exprimer ce que collectivement on souhaite. Mais je donne juste un exemple pour voir les ordres de grandeur. La détection des ondes gravitationnelles par LIGO Virgo, alors c'est plus américain et européen, mais pour l'ordre de grandeur, pour le côté américain, mais c'est similaire. Donc ça a donné la détection directe des ondes gravitationnelles, prédite par Einstein 100 ans avant.
la découverte du premier couple de trous noirs, 20 conférences depuis quelques années au Festival d'Astronomie de Florence, la naissance d'une nouvelle astronomie, rien que ça, et le budget c'est 1 milliard de dollars. On veut dire 1 milliard juste pour des trucs qui tournent l'un autour de l'autre. Alors c'est 1 milliard de dollars pendant 40 ans. L'ordre de grandeur, c'est que ça correspond à 10 centimes de dollars par Américain et par an. Ça fait relativiser. Pour vous donner une idée, l'ordre de grandeur, c'est que le budget militaire américain par an, c'est 1000 fois plus élevé. C'est à peu près 1000 milliards par an. Ça, c'est 1 milliard de dollars sur 40 ans. Et 1 milliard, c'est typiquement le coût de ces grandes missions dont vous entendez parler. Planck, Euclid qui a été lancé récemment, LISA dans le futur, etc. Donc après, c'est aux citoyens de s'emparer pour savoir si c'est une bonne utilisation de l'argent public. Et je finis sur ça. Est-ce que c'est utile? À quoi ça sert? Et il y a 2 niveaux de réponse. Le premier, c'est que c'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. C'est-à-dire que on peut avoir une vision fausse de dire on va utiliser l'argent public pour essayer de trouver un remède sur telle maladie. Alors, ça peut être utile. Récemment, c'était très utile. Mais en général, ça peut être une assez mauvaise idée parce que sans ces différents chercheurs, il y a à peu près 100 ans, qui ont développé, juste pour le plaisir de comprendre, la relativité restreinte générale, la physique quantique, tout notre quotidien serait différent. Et évidemment, ces chercheurs n'avaient pas l'idée que ça donnerait le GPS, un scanner. Vous êtes très content de bénéficier des scanners si vous avez un problème. Et bien, sans des chercheurs qui se sont posés des questions sur le fonctionnement des atomes, il n'y aurait pas ça. Et personne à l'époque aurait pu se dire « Ah bah tiens, on va inventer un scanner ». Ça ne marche pas comme ça. On développe des connaissances pour les connaissances, et plus tard, on se rend compte que ça peut servir à différentes choses, etc. Et je vais finir là-dessus. Un autre niveau de réponse qui serait ma première réponse, c'est que non, ça ne sert à rien. Comme aller voir un film ne sert à rien, comme la poésie ne sert à rien, comme le cinéma ne sert à rien, comme vivre ne sert à rien, mais malgré tout, c'est une expérience intéressante pour le plaisir. Et donc je pense que voir ces images, etc., peut être comparé à tout ceci, et que dans ce sens, ça ne sert à rien, mais malgré tout, c'est très beau, et c'est formidable de faire ce métier et de le partager avec vous, en l'occurrence ici au Festival d'Astronomie de Florence. Donc je vous remercie de votre attention.